Vous voulez qu'on parle direct de Klemovic? Après on peut le faire, hein. Moi ça me dérange pas. Allez l'Iran, JLM first, Klemovic. Ok, waouh. Calmez-vous en fait, vous me parlez mieux. Je sais pas s'il a sorti sa VOD là-dessus, ou sa vidéo. Est-ce qu'on regarde la vidéo plutôt? Ou la VOD? Moi j'étais sur la VOD et heureusement qu'il était en sub-only. Je ne veux pas me froisser avec lui. Donc tant mieux. Et pour être honnête aussi, à ce moment-là, j'ai juste tweeté. Je retire tout ce que j'ai dit sur Klemovic. Parce que je rappelle que moi je défends Klemovic. Je trouve qu'il a une utilité à gauche et que ça ramène des personnes dépolitisées vers des streams tête de gauche où on est plus en cercle fermé. Et je continue de penser ça. Ne vous inquiétez pas. En vrai, j'ai pas de reproche à faire en tant que Klemovic sur Klemovic. Je trouve même que son avis peut s'expliquer. Voilà, Klemovic m'a dit extrême droitisé. Oui, c'est une pipeline de fou. Il ramène des gens, quoi. Oui, c'est par exemple ce que je suis sur cette chaîne, par exemple. C'est comme ça que je suis sur cette chaîne. Oui, voilà. Et puis surtout, moi, littéralement, j'ai déjà vu des gens dans le métro à Lyon, quand j'habitais à Lyon, être en train de regarder des vidéos de Klemovic au calme. Ça va, Klemovic, mais c'est long. Je trouve les mots dépolitisants. Non, je trouve ça va. Après, bien évidemment, l'angle de il mente, parfois ça peut avoir ses limites, notamment parce que c'est pas nouveau, le fait qu'il y ait des mensonges en politique. C'est grâce à Clem que ma mère a lâché Glucksmann, oui, notamment. Et puis oui, ces vidéos, elles sont faciles à envoyer à des gens, et au moins lui, il fait des vues. Parce que moi, il y a ce truc de, ok, peut-être que nous, on politise bien, et on va plus en détail sur les trucs, mais les gens, vous ne connaissez pas les normies. Je veux dire, si tu ne connais pas la politique, que tu n'aimes pas la politique, c'est dur de tomber. Alors, bien évidemment, sur l'angle un peu shitpost, vous pouvez découvrir par des Libo, par des Modem, par des Dany Eraz à l'époque, ou des trucs comme ça, mais, ou même aujourd'hui, mais, en soi, tu ne tombes pas au hasard sur une vidéo de l'appât du team, exactement. Tu tombes au hasard sur la vidéo de l'appât du team, tu quittes la vidéo de l'appât du team. Clément nous paraît dépolitisant parce qu'on est plus politisé. Oui, c'est ça, après, c'est une bonne pipeline, quoi. Bon, il a son utilité, vous pouvez le reconnaître. Moi, pour moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés ici après être tombés sur Klemovic, et d'un coup, ils se mettent à plus réfléchir à de la socio, des trucs comme ça. Et voilà. Ça fait très CSP+, son vocabulaire, mais ok. Bah, il l'est, mais vous oubliez un truc, c'est que la société est matrixée par la bourgeoisie. Les gens, même nous, individuellement, on confère plus de légitimité à une personne qui a un sociolecte bourgeois et un habitus bourgeois, ou de professeur. Après, vous pouvez être détrix un peu par ça, mais beaucoup de gens, notamment ma daronne qui est employée smicarde depuis qu'elle a 17 ans, et qui n'a pas le bac, et qui vient vraiment littéralement d'une famille de prolos où ils avaient les études que l'argent pour acheter des études à un seul de leurs gosses, donc ils ont pris le garçon. Enfin bref, ce genre de famille, enfin genre vraiment, ma daronne confère de la légitimité qu'à un discours bourgeois. Et c'est ok. On adore le discours bourgeois cultivé. Oui, et Mélenchon a aussi un sociologue bourgeois en un sens. Hein. Vraiment, arrêtez de penser que la politique, elle est gaslight par les bourgeois, donc autant qu'il y ait des bourgeois de gauche, tu vois. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont rebutés de base parce que je parle comme une conne. Alors que c'est leur classe sociale aussi, tu vois. Bref, on va regarder la vidéo de Klemovic et on va voir. Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est important de la regarder. Encore une fois, je tiens à préciser avant que Klemovic, pas forcément en entier, je vais voir. Klemovic a un point de vue de personnes concernées. Alors, vous savez très bien que je déteste le concernisme, ça va faire partie des arguments dont on va parler. Mais il parle avec sa sensibilité. Et moi, je considère tout à fait légitime que des personnes concernées puissent avoir un soupçon en plus sur les sujets qui les concernent. Alors ça aussi, la mauvaise foi PTDR. Non. Alors, vraiment, à ce que j'ai compris, quand il y a des noms de famille avec une connotation relative à la religion ou à la race sociale ou quoi que ce soit, ou relatif à la judéité, oui, à la judéité, c'est vrai. Bah, en soi, oui, je trouvais le mot. Tu peux avoir un truc en plus, tu vois. Tu peux avoir un avis en plus, d'être en mode, je suis sensible à ce genre de sujet. Les gens, vous pourriez rester basés à entendre l'avis des gens qui sont impactés. Oui, bon, après, encore une fois, le concernisme a ses limites dans le fait que il y a d'autres personnes juives qui n'ont pas le même avis. Bonjour, vous êtes bizarre à vouloir essentialiser un avis. Donc voilà, on va la regarder. Et quand on viendra sur le concernisme, on en parlera.
Mais le concernisme est un peu golemont. Moi, j'avoue que le concernisme, les gens, ça veut dire que des personnes blanches de gauche peuvent pas aller discuter avec Tanguy David de racisme. Et que si Tanguy David, qui est la personne noire derrière Zemmour et derrière Marine Le Pen, qui maintenant est au RN, me dit « Oh là là, en tant que Tanguy David et Modem, sache que je trouve que le racisme vient de la gauche et que le RN n'est pas raciste », bah il a raison. Et là, bien évidemment, je prends Tanguy David, c'est pas pour dire que Clément Viktorovitch, je sais que c'est pas pareil. On écoute plus une personne de gauche. Il y a quand même des personnes de gauche juives qui ne sont pas d'accord avec Klemovitch. Et encore une fois, c'est important d'écouter l'avis des concernés, de se forger une idée avec ça, mais ce n'est pas les concernés qui ont forcément toujours raison. Au contraire, on peut avoir des fragilités en plus quand on est concerné. Parfois, je peux trouver qu'un truc est un peu misogyne alors que pas du tout. Et quand je vous dis qu'un truc n'est pas misogyne, ça veut pas dire que j'ai raison, juste parce que je suis une meuf. Argumentation. D'abord, je vais vous montrer la vidéo que tout le monde a vue. C'était le 26 février dernier en meeting à Lyon. Ah bah ça Jean-Luc Mélenchon parle de l'affaire Jeffrey Epstein et voilà ce qu'il dit. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe Epstein. Hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Ce sont ces propos. Encore une fois, le fait de voir cet extrait et de ne rien ressentir, je me pose des questions. Limite, un peu slightly pro-russe. On dirait qu'il défend un peu la Russie. Mais encore une fois, pour moi, le discours de Mélenchon, c'est juste dire trop bizarre. Pourquoi les médias et pourquoi la classe politique? Parce que je vous rappelle qu'on s'inscrit dans un contexte politique où la commission d'enquête à l'Élysée a été refusée sur l'affaire Epstein par Yael Braun-Pivet et qu'il n'y a pas de procès non plus. Alors qu'on sait littéralement que Yael Braun-Pivet passait 6 mois par an en France. On va quand même pas faire de commission d'enquête. Et dans les médias français, on parle de liens d'Epstein, ou Epstein, désolé, avec la Russie. Pourquoi les médias français préfèrent parler de est-ce que Epstein est un agent du KGB plutôt que le fait qu'il passait 6 mois en France et qu'on refuse de faire une commission d'enquête alors qu'on sait très bien qu'il y a des liens avec les politiques français. Oui, et en plus, il y a une data comme quoi Yael Braun-Pivet aurait travaillé dans le cabinet qui défendait Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel qui a été le seul Français incarcéré en rapport avec tout ça. Donc, c'est pas pour dire que, oh là là, il a pas de lien avec la Russie ou quoi que ce soit, mais juste, je pense qu'il est important de pointer du doigt qu'en France, on a plus anglais sur la Russie que sur notre propre pays à nous. Effectivement, le fait de dire que c'est sur le fait de la prononciation, c'est peut-être un peu une théorie du complot. Peut-être que lui, il l'a vu comme tel. Moi, je sais qu'il y a littéralement des gens qui sont passés dans mon chat pour dire « bizarre ». Maintenant, les médias français disent Epstein au lieu de dire Epstein. Ils veulent anglais sur la Russie. Personne ne parle du fait que Epstein a un rapport avec la judéité ou avec Israël. Au contraire, moi, perso, je vous parlerai plus de la Russie et de la France. Notamment Epstein, c'est la prononciation française. Puisque c'est la prononciation qui se rapproche de l'Allemagne, qui est à côté. Oui, parce qu'ils sont américanisés. Oui. Mais en France, on dit Epstein. Notamment Klemovitch dit Epstein et il va l'expliquer après. On va continuer de regarder. Oui, c'est vrai que vous avez raison, j'ai bouclé très vite. Mais quand même. Mais vous trouvez que l'une des prononciations sonne plus russe que l'autre? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que Epstein, ça fait allemand, Epstein, ça fait russe. Et j'avoue, quand tu n'as pas... Il semble que pour les sphères sauraliennes, si ça tombe bien, les gens qui ne sont pas dans les sphères sauraliennes ne réfléchissent pas comme les gens dans les sphères sauraliennes. Et que littéralement, quand tu me dis Epstein, je ne pense pas à la judéité. Parce que, désolé, peut-être que c'est un manque de culture de ma part, comme vous m'aviez dit pour la fiche d'Hanouna. Je veux bien l'entendre. Mais effectivement... Je n'ai pas de la culture sur tous les sujets en boucle. Et je ne connais pas les noms qui sonnent juifs ou pas. Encore une fois, pour moi, Klemovitch, ça sonne russe. Pour moi, Epstein, ça sonne allemand.
Et pourquoi ? Parce que je ne suis pas obsédée par ça, peut-être. Mais effectivement, je ne connais pas toute la culture antisémite, ni de l'histoire antisémite de France, parce que je ne connais pas non plus toute l'histoire de la culture islamophobe, comme je ne connais pas toute l'histoire de la culture anti-protestante. Désolée. Ensuite, j'y reviens, pardon. Qui ont énormément fait réagir. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cette séquence et je vais vous expliquer pourquoi. Une première chose que je vais dire et qui est importante. Je n'ai jamais pris la parole ainsi sur ce sujet, je vais m'exprimer en tant que concerné. C'est quelque chose que je n'ai jamais caché, mais sur lequel je ne m'étends pas, mais je suis moi-même d'origine juive. L'antisémitisme me touche particulièrement. Je l'ai vécu à titre personnel. Mon nom, Viktorovitch, est un nom à l'orthographe russe. Ça n'est pas un nom russe, c'est un nom juif polonais. C'est le nom de mon arrière-grand-père qui a émigré en France en fuyant les pogroms antisémites de Pologne et qui, en arrivant en France, dans les années 20, a décidé d'en russifier l'orthographe. Viktorovitch, initialement, s'écrivait à la polonaise avec CZ à la fin et non pas TCH comme aujourd'hui. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père, a décidé de russifier son nom parce que quand on voit arriver à ce moment-là en France des personnes qui ont un nom à l'écriture polonaise, statistiquement, il y a de grandes chances que ce soit des personnes juives. Et quand vous avez des personnes avec un nom russe, beaucoup moins de chances. L'histoire... Les gens, ça reste important de le dire, Klimovitch a une empathie particulière et quand vous êtes concerné par une discrimination, peut-être que vous pouvez y être plus sensible. Il a une sensibilité particulière à ce genre de choses. Il y a des gens qui, parfois, entendent des dog whistles quand il n'y en a pas. Et c'est OK. Moi, je pense que son avis est légitime dans ce sens où je comprends que les personnes concernées puissent avoir une sensibilité particulière, que parfois, en fait, genre, vous avez capté, je dis frère à tout le monde. Et mes potes trans, elles ont mis du temps à m'expliquer que quand je dis frère à une meuf trans, elles le vivent mal. Alors que c'est littéralement un mot que je dis à mon chat et à ma daronne. Mais du coup, je peux considérer que, oui, effectivement, je peux comprendre que le mot frère, ça soit chiant. Pareil pour mon nom, mon histoire, et pourtant je n'ai rien ressenti. Oui, mais c'est pour ça que la parole des concernés est limitée, et a des limites, parce que parfois les concernés sont pas d'accord, même souvent, même majoritairement des cas, et que du coup, on a le droit d'avoir un avis. Mais... tu dis frère à ta mère, oui, parce que c'est littéralement une virgule. Je suis désolée. Bref, du coup, acceptez quand même l'idée qu'il ait le droit de mettre le contexte et que il le passe et que effectivement, quand t'es gosse, souvent, à ce que j'ai compris, je suis désolée, je sais pas ce que ça fait d'être juif, moi, personnellement, mais à ce que me disent mes amis, pour la plupart de mes amis juifs, quand t'es petit, effectivement, il y a des petits sous-entendus. Et que tu comprends pas forcément. Mais comme il y a sur les musulmans, hein, genre pourquoi vous acceptez l'idée quand c'est des musulmans et pas quand c'est des juifs ? S'il y a ça, moi je peux le considérer, oui. Et littéralement, la Seconde Guerre mondiale n'était pas si loin que ça. Et bon, il y a des antisémites, effectivement, ça existe, oui. De russifier des noms pour qu'ils fassent moins juifs, c'est quelque chose que je connais très bien. Et en tant que concerné, je vais vous dire quelque chose qui est un vécu personnel, et un vécu personnel, ça ne se remet pas en cause. Quand j'ai entendu cet extrait, j'ai tous les poils de mon corps... Par contre, si... un vécu personnel, ça peut se remettre en cause. Là, je suis pas d'accord. Parce que Tanguy David, dans son vécu personnel, ne reçoit pas de racisme au RN. Et je suis blanche. Et je refuse l'idée de ne pas pouvoir débattre avec une personne non blanche d'extrême droite quand on parle du racisme de l'extrême droite ou du racisme de la gauche. Parce que c'est de la politique. Et qu'au bout d'un moment, mes yeux sont secs. Quand ton projet, je le trouve raciste. Hérissé. Ça, c'est une réaction émotionnelle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est pas vraiment ce qu'il a dit. Effectivement, Klimovitch n'est pas d'extrême droite. Quand je vois Golem, qui est un groupuscule de gauche qui milite pour le sionisme, je ne suis pas d'accord pour dire que Free Palestine, c'est antisémite. Pourtant, c'est leur point de vue. Et puis même, parfois, je ne suis pas d'accord avec mes camarades sur l'islamophobie, etc. Oui, mais il parle d'un recensement personnel, de ressenti personnel. Oui, ok, oui, il a vécu ça je ne le remets pas en question, ça c'est ok, mais dire que les conclusions qu'il tire de son avis de concerné, si c'est ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord. D'abord, préciser que, en l'espèce, tout cela n'est pas une question de prononciation. Moi-même, souvenez-vous, il y a 2 semaines, pour des raisons linguistiques, je vous ai dit, en ce qui concerne l'affaire Epstein, je prononcerai son nom à l'allemande. Epstein. Parce que Epstein, c'est la prononciation anglo-saxonne. En langue française, les suffixes EIN, on a toujours prononcé cela Ein. On dit effectivement Einstein et Frankenstein. Je vois pas de raison d'aller importer ici la prononciation américaine du nom sous le seul prétexte que lui-même soit américain. Si Mélenchon avait dit ça, j'aurais aucune querelle. Il s'avère qu'il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit
Il paraît qu'il faut dire Epstein parce que Jeffrey Epstein lui-même prononce son Oui, Epstein. voilà. Comme dit Michel, Clément est légitime à suspecter de l'antisémitisme dans cette phrase, pas à affirmer qu'elle l'est. Après, passer le choc, il faut utiliser sa raison et sortir du contexte. Moi, ce que j'aime pas, c'est que il le réaffirme au début et que ça, du coup, ça donne un peu un truc de légitimité à tout son discours, notamment par son habitus aussi, qui est en fait le cadre des vidéos de Clément Viktorovitch, c'est qu'il l'informe. Il l'informe avec un discours médiatique, avec le background d'études qu'il l'a fait. Et que du coup, ça confère un argument d'autorité sur ce qu'il dit, et de plus avec le concernisme, qui fait en sorte que c'est un peu en mode vous ne pouvez pas me remettre en question. Quoi. Et bon. Vrai. Il a dit. Ça fait plus russe, Epstein, hein? Comme si il y avait une forme de volonté politique derrière. Donc déjà, c'est lui qui décide de politiser la question. Et il amène la question sur un terrain politique. Oui, c'est un sujet politique, l'affaire Epstein. C'est littéralement, il y a des politiques dedans, il y a Trump. Il y a Bush, il y a Clinton. Il faut faire une commission d'enquête en France parce qu'il y avait des liens avec la politique française. Oui, c'est une question politique. Il y a Jack Lang, oui. Il y a littéralement des liens avec les politiques de tous les pays. Politique en Il faut une commission d'enquête. C'est un sujet qui doit être étudié politiquement. Supposant le fait que, derrière le fait de dire Epstein plutôt qu'Epstein, il y aurait chez certains une volonté de ramener tout cela dans les sphères russes. Donc, pour lui, il y a une volonté concertée, manifeste, de prononcer Epstein pour des raisons politiques. Il parle de politiser la prononciation. Les gens, tout est politique. Au bout d'un moment, vous pouvez pas dire toute l'année tout est politique, et dès que ça vous plaît pas, dire oh, c'est bizarre qu'on politise la prononciation d'un nom de famille. Si vous pensez que les médias politiques n'ont pas d'idéologie politique aussi dans la manière dont ils prononcent les choses, dont ils nomment les choses, je vous rappelle que islamophobie, ils sont toujours pas d'accord pour le dire. C'est bizarre. Pour ramener cela vers des origines russes. Mais, évidemment, et c'est la question qu'a posée par exemple Fabrice Arfi de Mediapart, si on prononce Epstein parce que ça fait plus russe, alors Epstein, ça fait plus quoi? Et vous voyez tout de suite pourquoi est-ce que, avec cette... Ça fait la prononciation française. Ou alors, c'est pas forcément parce qu'on a... Enfin, c'est pas... Je sais pas, moi j'ai jamais... Oui, ça fait plus allemand, je trouve. Mais ça, après, c'est parce on voit comme tel. Moi, je pense qu'il y a des gens qui l'entendent vraiment comme plus juif. Et moi, je prends totalement la balle sur le fait que, peut-être, ça peut être transmis, mais pas par Mélenchon, et pas par la volonté de Mélenchon, mais effectivement, des personnes antisémites et d'extrême droite l'entendent comme, effectivement, c'est un juif, ouais, t'as raison, dis bien. Je prends cette balle, je suis d'accord avec vous. Effectivement, les personnes d'extrême droite vont le prendre comme tel. Mais les personnes d'extrême droite voient aussi Glucksmann uniquement comme un juif. Donc, tu peux juste être en train de parler de Glucksmann, et eux, ils pensent à un juif. Je veux dire, les personnes d'extrême droite vont toujours voir un juif comme un juif. Vous ne pouvez juste pas parler des juifs si vous voulez pas que les personnes d'extrême droite soient complotistes. Petite phrase, il amène son intervention ailleurs. Deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon ne se contente pas de dire Jeffrey Epstein. De l'affaire Epstein. Il n'y a pas seulement l'argumentation, ce qu'il dit, il y a la prosodie, la manière dont il le dit. Et c'est là où j'aimerais vous parler du lien consubstantiel que sans doute une partie d'entre vous ignorez entre l'antisémitisme et l'utilisation des noms juifs. La chose importante à retenir, c'est que le problème des antisémites, ça j'apprends, et ce depuis le début du XXe siècle et même la fin du XIXe en réalité, c'est que la judéité ne se lit pas sur le visage. Ils détestent les juifs, mais ne sont pas capables de les reconnaître dans la rue. D'où cette question que se sont posées les antisémites depuis la fin du XIXe siècle, et notamment depuis en France, la première somme antisémite qui a fait, hélas... Là, les gens, c'est juste de l'histoire, moi j'apprends. Référence de manière on funèbre. vous parle de comment retirer les tropes antisémites, écoutez, Le livre d'Édouard Drummond, La France juive. Les antisémites, depuis la fin du XIXe siècle, se sont posé la question suivante: comment reconnaître des juifs si leur judéité n'est pas inscrite sur leur visage? Ils ont trouvé à cette question deux types de réponses. Une première réponse qui est malgré tout une réponse biologique. Oui, comme tu dis, il y a évidemment genre Johnny qui disait Strauss-Kahn, ce genre de choses. Bah, après, pour moi, c'est pas la volonté de Mélenchon dans sa phrase. Il va falloir me prouver que c'est la volonté de Mélenchon et qu'il le dit dans ce sens-là. Pour l'instant, pour moi, non. Mais effectivement, ça ne je ne connais pas cette partie de l'histoire de effectivement, j'avais jamais pensé que effectivement ça ne soit pas sur le visage que t'es juif et que du coup, eux, quand ils en parlent de cette théorie du complot comme quoi les juifs contrôleraient le monde, donc les antisémites, ils peuvent appuyer sur les noms pour dire ah ben comme par hasard, Epstein, pardon, j'ai oublié c'est lequel des deux. Faussement biologique, bien sûr. Ça a donné toutes les caricatures qu'on a connues dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, en France et en Allemagne, où on représentait le juif avec une barbe hirsute, des cheveux en bataille, un nez crochu, de longs doigts griffus. C'est allé très loin, sous le régime nazi en Allemagne, avec les recherches visant à identifier des caractéristiques
prétendument biologique de la judéité. Et ça a donné toutes les barbaries nazies commises par des médecins, au premier rang des... Pourquoi Mélenchon a fait une blague sur Glucksmann alors s'il n'y a pas de sous-entendu antisémite alors? Mais tu connais la gauche française? La gauche française? Quelles sont les 2 têtes de proue de la gauche française pressenties pour les présidentielles 2027? Et qui est le social traître pas de gauche que tout le monde présente de gauche? Tu as ta réponse. Parce que littéralement, c'est un ennemi politique de premier plan, considéré comme la gauche par les médias, alors que ce n'est pas de gauche et que du coup, ils essayent de nous gaslight pour qu'on vote pour eux, notamment ce qu'ils avaient fait avec Hollande à l'époque. Il fait des jeux de mots avec tout le monde, mais même pourquoi il parle de Glucksmann? Parce que c'est un social traître. Le docteur Mengele, qui visait à faire des expérimentations sur les juifs, qui visait ensuite à tenter de mesurer leur crâne, la distance d'une orbite à l'autre, du bout du nez au sommet du crâne, pour tenter de pouvoir dire « Regardez, en fait, on a trouvé les caractéristiques biologiques des juifs, maintenant on peut les reconnaître. » Donc, d'une part, l'antisémitisme est passé par une forme de biologisation des caractéristiques physiques fantasmées des juifs. Il y a un deuxième vecteur qui permet de reconnaître les juifs, vu que leur judéité n'est pas inscrite sur leur visage. C'est leur nom. Un nom qui, soit singularise les individus comme appartenant à la communauté juive, soit un nom qui, parce qu'il a été modifié, relève de la volonté de dissimulation et de se cacher. Mais grosso modo, quand tu es juif, tu as toujours tort sur ton nom, soit parce que ton nom te signe comme un juif, soit parce que tu as voulu le modifier et que ton nom te signe comme un sournois. Et ça, en vrai, c'est important parce qu'on a la même rhétorique avec les musulmans aujourd'hui. S'ils sont trop intégrés, ils font de l'entrisme. S'ils sont pas assez intégrés, ils font du séparatisme. Mais les musulmans ne feront jamais bien. Parce que l'entrisme, c'est les frères musulmans qui essayent de normaliser la religion musulmane auprès des autres. Et le séparatisme, c'est le communautarisme. Ils restent tous entre eux. Ouais, la taquia, voilà. Qui a voulu cacher sa judéité. J'ai été chercher des travaux d'historiens et d'historiennes. Non, c'est de la merde. C'est de la merde de le mettre en parallèle de ce que dit Mélenchon, mais en vrai, oui, si, on a la même chose aujourd'hui sur les musulmans. C'est des rhétoriques antisémites. C'est bien d'apprendre. Les gens, on nous dit qu'on n'est pas assez éduqués sur l'antisémitisme. Apprenez, prenez, et voilà. J'aimerais vous lire un extrait de ce texte de Claire Zalck. Claire Zalck, qui est historienne, qui publie en 2016 aux éditions du Seuil ce livre « Dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy ». J'ai été vous chercher ce passage dans lequel Claire Zalck cite une autre historienne, Nicole Lapierre. La cristallisation sur le nom constitue l'ordinaire de l'antisémitisme. Vous n'avez pas vu comment il a ensuite, pour se rattraper, prononcé mal le nom de Glucksmann. Tu es au courant que dans la conférence même où il parle de Epstein, il avait déjà dit Glucksmann, puisque ça fait des mois et des mois qu'il fait cette blague de merde, qui est pas si drôle que ça, mais qui est une blague de daron, je prends la balle, et qu'il ne le fait pas après pour s'en sortir. Hein. Genre, il le fait depuis des mois. Regardez Mélenchon, vous faites genre, vous connaissez les débats, en les ayant vus. Et s'apparente à un antisémitisme ordinaire. Le nom... Vous êtes d'élus. Quand tous les concernés et instruits sur la question vous disent que c'est super chaud, bah tu n'écoutes pas tous les concernés, tu choisis les concernés qui te plaisent. Est identifié. Désolé, il y a des concernés de gauche qui ont dit que non, c'était pas antisémitique, ils s'en foutaient. Arrêtez de penser que tous les juifs pensent pareil. Vous n'écoutez que les concernés qui te plaisent, comme avec le féminisme, il y a littéralement des gens qui, il y a des mois, sont venus me dire bah écoute, des mecs qui arrivent et qui me disent bah écoute la vie des féministes. Ok, donc toi tu sais mieux que toi quelles sont les bonnes féministes et les mauvaises féministes, et du coup moi je suis une mauvaise féministe et il y a les bonnes féministes de gauche, et il faut que je les écoute pour m'instruire sur ce que c'est d'être une femme. D'accord, bon. Oui, donc c'est celles qui sont d'accord avec toi, c'est les bonnes féministes. Et moi, qu'on n'est pas d'accord parce que je suis anticarcérale ou ce genre de choses, ce qui peut être un désaccord politique, c'est donc moi, le problème. Juste, je suis pas d'accord avec toi, quoi. Les féministes sont les bonnes féministes? Non, mais même juste des féministes libérales de gauche ou des trucs comme ça avec qui je suis pas d'accord. Et c'est ok, en fait. On peut se battre entre nous, se battre politiquement, discuter, évoluer ensemble. Oui. C'est pas aux hommes de choisir quel féministe ils valident, en fait. Désolé. Et c'est pas à vous de choisir, en tant que non-juif, quels sont les juifs valides ou pas. Quand il est distinctif, est dénoncé comme masque, comme il ne l'est pas. Mais dans l'un et l'autre cas, il est objet de discrimination et de délation, rappelle Nicole Lapierre. Et je vous ai trouvé une autre citation dans ce papier qui revient à ce qui se passait dans les années 30 et que je vais vous lire. Les stigmatisations à partir des... Bye, alors, je sais que c'est pas tous, mais beaucoup de personnes d'origine juive et de gauche. Bon, attends. Tu dis bye, écoute, je te mets quand même l'avis des concernés avant, puisque pour vous, il n'y a que ça qui marche. Il faut les bons juifs, voilà, je vais te mettre les bons juifs que j'ai décidé, parce que vu qu'on est des non-juifs, on décide. La criminalisation habituelle visant la France insoumise a atteint des niveaux absolument délirants. En cause, 2 phrases de Mélenchon lors d'un meeting se moquant des nombreux articles de presse consacrés à la prononciation du nom de Jeffrey Epstein et de la volonté affichée de certains... Et madame, tu choisis les concernés, bah oui, vu que vous le faites. S'il n'y a que ça qui marche, moi je ne pense pas que son propos est plus légitime que celui de Klemovitch. Vraiment.
Mais si on se bat contre des gens politiquement qui pensent que la vie des concernés, c'est la chose la plus légitime, bah je mets la vie des concernés qui va dans mon sens. Et là, c'est Tzedek, littéralement des juifs de gauche, antisionistes, qui ont une parole publique, qui ne sont pas minoritaires. Médias, de faire de quelqu'un d'aussi lié aux services de renseignement occidentaux, notamment la CIA et le Mossad, un agent russe. Immédiatement, l'intégralité du champ politique et médiatique, de Bardella à Roussel, de CNews à Mediapart, s'est précipité pour remettre une pièce dans la machine. En ironisant sur la prononciation du nom d'Epstein, Mélenchon aurait, une nouvelle fois, révélé le visage hideux de son antisémitisme viscéral. La faute de trop, cordon sanitaire, Soral, Doriot. Chacun se précipite pour rappeler la nécessité d'exclure définitivement la fille de l'arc républicain. Ce spectacle pitoyable ferait presque rire s'il n'avait pas lieu à l'issue d'une semaine de normalisation sans précédent de l'extrême droite la plus radicale et la plus antisémite. Minute de silence observée par l'Assemblée nationale pour un militant néo-nazi. Travail, D'un coup, il y a un concerné que vous n'avez pas envie d'écouter, bizarre. famille, patrie, la devise de Vichy, reprise à son compte sans trembler par Martine Vassal, candidate macroniste à la mairie de Marseille. LFI qualifiée par Aurore Berger d'anti-France, formule typique de l'extrême droite maurassienne. Criminalisation des groupes antifascistes, qualifiés de pogromistes et de lyncheurs, etc., etc. Un exemple parmi d'autres des manipulations grossières qui se sont enchaînées hier. Le Figaro a modifié son article du 15 février intitulé « Epstein ou Epstein, comment bien prononcer le nom de Jeffrey Epstein ?» Ouais, je vous link le tweet. Dans sa version initiale, l'article justifiait une prononciation à l'allemande du nom du pédocriminel états-unien. Hier, le média y a rajouté le paragraphe suivant. En France, insisté sur la terminaison « ein » d'un nom à la façon yiddish renvoie souvent à la judéité d'une personne. Ainsi, une prononciation initialement allemande est magiquement devenue une prononciation yiddish. C'est dire le souci réel qu'ont tous ces gens de la véritable lutte contre l'antisémitisme en particulier et le racisme en général. Avec la publication des dossiers Epstein, ces dernières semaines auront démontré tout le mal qu'aura fait depuis 2 ans et demi l'instrumentalisation constante de l'accusation d'antisémitisme pour délégitimer la gauche et criminaliser. Ok, mais t'es capable de comprendre que pour une partie des juifs, ça pose problème. Mais les gens, je vous dis que son avis est légitime depuis tout à l'heure parce qu'il est concerné et qu'il peut avoir une sensibilité particulière au truc. Je n'ai jamais nié ça. Ne me faites pas ce procès. Moi, je n'essaye pas de choisir qui sont les bons concernés ou non. Je pars du principe qu'il y a des avis divergents entre les concernés et que du coup, vous pouvez considérer que ça ne donne pas un accord et un avis de légitimité que le concernisme et que j'ai le droit d'avoir mon esprit critique sur la chose. Tout en prenant en compte quand même la parole de chaque concerné qui veut m'en parler, même s'ils sont pas d'accord entre eux, et qui en parlent, et d'écouter, les deux. Mais je suis quand même capable de mon avis. Oui, et il y a une partie des juifs qui pensent que critiquer Israël ou être antisioniste, c'est de l'extrême droite, c'est méchant et c'est antisémite. Bon, on parle pas forcément d'eux, les sionistes, parce que je sais que Clément Viktorovitch n'est pas sioniste, mais quand même, bref. Le patronyme ne date pas de la guerre. Les noms et prénoms faisaient déjà office, notamment dans les années 30, de cristallisation antisémite. Chez les hommes d'extrême droite, les noms sont brandis comme des étendards censés parler par eux-mêmes, dans des invectives où se mêlent xénophobie et antisémitisme. Pourquoi on parle des hommes d'extrême droite, Déco ? Parce que moi, je veux bien que l'argument, oui, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a des problèmes à l'extrême droite que ça veut dire qu'il peut pas y avoir de problème à gauche, je suis d'accord. Faire la liste, comme l'a fait Mathieu Burgalassi, même si son stream est très bien, je vous conseille d'aller voir la VOD, comme l'a fait Mathieu Burgalassi de toutes les frasques du RN antisémite, n'exonère pas que la gauche puisse l'être aussi. C'est pas un argument. Mais inversement aussi. C'est pas parce que Jean-Marie Le Pen faisait quelque chose que dès que Mélenchon s'inscrit dans cette logique, c'est dans la même volonté. Voilà. Évidemment. Mais 4 grands-parents. Jacques Dumas, notamment, dans l'entre-deux-guerres, a compté les noms juifs dans les annuaires. Ouvrez les guillemets. Ouvrez l'annuaire du téléphone du département de la Seine. La proportion des juifs est effarante. La liste des Lévy est 2 fois plus longue que celle des Durand et Dupont réunis. Et encore, combien de juifs et de demi-juifs se cachent sous ces noms bien français ? Voilà quelques extraits des travaux d'une historienne qui vous montrent combien est-ce que, pendant tout le XXe siècle, l'antisémitisme passe par la focalisation sur le nom, par la recherche de noms. Il y a une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui a cristallisé dans l'entre-deux-guerres cette question du patronyme, et dont vous allez comprendre tout de suite à quoi cela fait référence, c'est l'affaire Léon Blum, qui a été président du Conseil, qui a dirigé le gouvernement de la République française, le gouvernement du Front populaire à partir de 1936. Léon Blum qui était juif et qui faisait l'objet d'une haine antisémite absolument vibrante. Le caractère juif du nom Blum, pour certains ou certaines, ne sautait pas aux oreilles. Et donc il y a eu une fake news, à l'époque, qui a fait courir la rumeur selon laquelle Blum ne serait pas en réalité son véritable nom. Et je vous lis un article du Huffington Post qui en fait l'écho. En 1937, le titre de presse Gringoire
sous la plume d'Henri Béraud, qui a été condamné à mort pour collaboration à la Libération, décrit Léon Blum en ces termes. Les aïeux d'un certain Blum de notre connaissance s'appelaient encore Carrefour. Je comprends pas le rapport, mais j'écoute. Unkelstein et grattaient leurs puces à l'ombre des Carpates. Grégoire Kaufmann, historien, accorde la paternité de ce procédé à Édouard Drummond, comme je vous le disais, père de l'antisémitisme français. C'est le premier, dit-il, me semble-t-il, à travestir des patronymes pour faire passer certaines personnes comme transjuives, a notamment popularisé le terme Gamberlé pour désigner Léon Gambetta, poursuit Grégoire Kaufmann. Dans l'esprit de Drummond, il s'agissait de faire passer Gambetta pour une personne d'origine juive et italienne qui avancerait camouflée et masquée. On est encore loin de ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon, mais je vous dis tout cela pourquoi ? Pour que vous compreniez quelque chose, si vous l'ignoriez. Une grande partie des personnes juives en France ont subi un antisémitisme qui est passé par leur nom. Par le fait de demander « mais c'est de quelle origine ? Mais c'est bizarre comme nom ». Tout le monde l'a vécu. Tous les juifs et toutes les juives de France savent que quand moi je veux bien écouter son vécu, etc. on commence à toucher au patronyme des juifs, on manipule une matière inflammable qui, dans l'entre-deux-guerres, a servi de vecteur à l'antisémitisme qui a culminé derrière dans la Shoah. Jean-Luc Mélenchon le sait. Non mais moi aussi. Enfin non, je savais pas pour le nom. Mais effectivement, si, je savais qu'il y avait un biais sur les noms, que les antisémites souvent focus sur les noms des juifs. Voilà, je le sais. Enfin, pour autant que je trouve la tech de Mélenchon antisémite, mais ce que je veux dire, c'est que au moins il a son vécu. Je veux bien le prendre en considération. Et oui, je pense que Mélenchon le sait. Oui, c'est connu, oui, voilà. Même, je me rappelle, comme t'as dit, Dieudonné qui dit Strauss-Kahn. Ça, je m'en rappelle, oui, effectivement. Oui, les noms rebeux aussi, d'ailleurs, oui. Mélenchon est un homme savant, est un homme lettré, est un homme cultivé. Il ne peut pas ignorer, impossible, il ne peut pas ignorer que quand on parle du nom de famille d'une personne juive, oui, qui doit racher, il faut faire extrêmement attention. C'est un appôt à tous les antisémites de tout poil qui subsistent, hélas, nombreux en France. Vous allez me dire, mais tout ça... c'est une vieille histoire. J'aimerais vous citer cet autre article, écrit par Hugues Galli, professeur à l'Université de Bourgogne. Et l'article est centré sur une période beaucoup plus récente, puisque c'est un article centré sur le journal Rivarol, sur la période 2007-2021. Rivarol, journal d'extrême droite. Qui est un journal d'extrême droite. C'est très drôle, la vidéo du gars qui se fait courser. Ouvertement antisémite. Rivarol, qui pour présenter l'animateur Arthur, écrit la chose suivante le 3 octobre 2008. L'animateur et producteur de télévision Arthur, de son vrai nom, Jacques Hessebag. En ce qui concerne Patrick Bruel, on va reparler de Patrick Bruel tout à l'heure. Voilà ce qu'écrit Rivarol en 2012. Maurice Benguigui, alias Patrick Bruel, est connu comme chanteur et acteur. Sur le dessinateur... Voilà, donc ça, ce serait comme repréciser à chaque fois qu'on parle d'Arthur qu'il est juif. Moi, je suis d'accord que de la part de Rivarol et de Jean-Marie Le Pen, c'est un dog whistle antisémite. Oui. Il abuse de fou. Non. Les gens qui sursignifiaient le fait que Bruel était juif en rappelant son nom de famille pour faire un petit dog whistle, c'était des gens de l'extrême droite, bien évidemment. En plus, Bruel, il a rien fait. Bruel, il était juste chanteur. Il voulait juste pas chanter devant des fans de l'extrême droite. Bon, effectivement, ouais. Gottlieb, des auteurs Loeb et Gottlieb, ce dernier né, Marcel Mordechai Gottlieb, en 2019. Et en 2011, en ce qui concerne Anne Sinclair, Anne Schwartz, Rosenberg du côté matériel, dite Sinclair du nom de son père dans la Résistance. Voilà, voyez encore une fois, ramener tous ces gens, bon. Comment est-ce que, y compris sur la période la plus récente, et Mélenchon fait pareil. Exactement, et Mélenchon fait pareil. Bah oui, vu que Epstein ne s'appelait pas vraiment Epstein, du coup. Ah si. Et en France, on dit Epstein, aux États-Unis, on dit Epstein. D'ailleurs, aux États-Unis, Epstein, c'est prononcé en appuyant sur le in, parce que pour eux, c'est ça le dog whistle antisémite. Genre, bon, bref. La question du patronyme des personnes juives est une question inflammable. Je vous ai souvent parlé d'un discours de Marine Le Pen en 2019, qui est un discours important puisque c'est le discours dans lequel Marine Le Pen actait le changement de nom de son parti de Front National en Rassemblement National. Donc c'est le discours au congrès du FN qui devient ce jour-là RN en 2019. Et dans ce discours, Marine Le Pen, au moment où tout le monde se souvient bien que Emmanuel Macron c'est un ancien de la banque Rothschild, et on va y revenir à la banque Rothschild, à Macron en disant « L'appellation du mouvement En Marche est en soi une profession de foi pour un nomadisme décomplexé, avec pour prolongement implicite un sans-frontiérisme et un immigrationnisme irréductible. Oui, bon, Marine Le Pen, etc. J'ai un peu la flemme, j'avoue, là, les gens. Je sais qu'il avait même parlé de Jean-Marie Le Pen, au bout d'un moment, j'ai un peu la flemme, mais bon. Rhétorique-là, on la retrouve sous la plume d'Édouard Drummond dans La France juive, et derrière sous la plume de tous les propagandistes antisémites de la première moitié du XXe siècle. Là, tout ce dont je vous ai parlé, c'est de comment est-ce que Mélenchon prononce le mot Epstein. Vous avez compris dans ce que je vous ai expliqué combien est-ce que dans le nom juif, il y a une forme de double stigmate. Le nom juif est dénoncé comme une marque quand il est explicite, il est dénoncé comme un masque quand on suppose qu'il a été changé. Comment vous pensez qu'on réagit quand on entend Mélenchon mettre sur le même plan
Epstein qui fait plus russe et Epstein. Comment ne pas y voir là précisément la double dénonciation d'un masque dans un cas et donc d'une marque dans l'autre? Non. Vraiment, on cache ses liens avec la France, on n'en parle pas assez, on ne fait pas de commission d'enquête, on ne veut pas étudier la question alors qu'on sait que c'est lié au sujet politique, mais on n'appuie pas sur le fait qu'il soit juif. Encore une fois, hein, je pense que c'est vraiment pas et c'est vraiment pas ce que j'ai entendu. Après, personnellement, on peut dire que oui, peut-être je manque de culture sur la judaïté et tout. Désolée, je n'ai pas appris de ma liste de juifs aujourd'hui, mais c'est tout. Pour moi, il ne cache rien d'autre que ça. Mélenchon dit, on dit Epstein, ça fait plus russe. Et que tout le monde se demande, mais du coup, Epstein, ça fait plus quoi? On se demande... Non. Pas ça parce qu'on a des obsessions, parce qu'on veut le faire tomber. On se pose cette question parce que ça renvoie à un fait historique. Le fait que le patronyme juif est une manière d'exciter l'antisémitisme, soit parce qu'il est explicite et que c'est une marque, soit parce qu'il a été modifié ou qu'on suppose qu'il a été modifié et que c'est un masque. C'est dans la droite lignée de tous les écrits sur l'antisémitisme qu'ont produit les historiens sur la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe. D'autant que je n'ai pas encore évoqué justement le côté « ça fait plus ». Bah non. Pour moi, il dit juste « ça fait plus russe ». Et ça peut sonner totalement pro-russe. Littéralement, moi je pensais que les gens allaient lui tomber dessus pour ça. Il y a même un moment où Klemovic dit « il y a une deuxième chose que je ne dis pas sur ce live ». Je me suis dit « oh non, il va partir sur la Russie ». Non. Il n'a même pas... Personne ne voit la take où j'ai un peu envie d'insulter Mélenchon, de défendre la Russie, moi encore. Et parce qu'il a son côté campiste. Je pense qu'il veut parler de la Russie. Et LFI, cette mauvaise foi fait mal à LFI. Cyberfox, donne-moi des arguments plutôt que me dire tu défends Mélenchon et t'es de mauvaise foi. Parce que pour moi, c'est toi qui l'es. Et ça n'est pas un argument. Je critique LFI sur plein de sujets. Je me situe un peu plus à gauche que LFI dans mes idées. Et pour moi, il y a plein de biais, notamment colonial, chez LFI. On parle de prononciation. Oui, et moi je dis que en disant qu'on le prononce plus à la russe pour faire des faux liens avec la Russie, Mélenchon fait un peu le jeu du campisme. Non, je le trouve pas pro-russe, Mélenchon. Au contraire, hein, il a accueilli des opposants russes à Poutine pendant depuis le début de la guerre 2022. Mélenchon n'est pas pro-russe, mais juste, on sait qu'à gauche, on a attendu là-dessus. Moi, je trouve que... Venez, on parle pas de la Russie. Surtout qu'ils sont en guerre. Venez, bon... Russe. Vous ne pouvez pas ignorer le contexte absolument terrible et délétère dans lequel on se situe en ce moment autour de l'affaire Epstein. L'antisémitisme emprunte des schémas de réflexion qui sont très anciens, qui sont très connus, mais qui ne sont pas si explicites que cela. Par quoi passe la haine des Juifs? Elle passe par des clichés qui sont séculaires, des clichés qui ont été... Personne dire que vous le faites, mais factuellement, c'est un dog whistle et à gauche, on devrait éviter de flirter avec les dog whistles. Encore une fois, les dog whistles ont cette chose insidieuse qu'elles se calquent sur des mots que vous utilisez tous les jours. On ne peut plus dire arbre, du coup. Parce que l'extrême droite a décidé que arbre serait un dog whistle islamophobe. Ou noix, parce que noix, ça veut dire noir, pour l'extrême droite. Ou chance, parce que chance pour la France. C'est littéralement sur la dernière vidéo de Vincent Lapierre. Petit ange. Parce que Kylian Mbappé a dit ça quand Naël est mort, du coup c'est devenu un dog whistle pour l'extrême droite. Les Norvégiens. En fait, le problème, c'est que l'extrême droite se décale. Quand un dog whistle est compris, ils en trouvent un autre. La croix de Lorraine, de base, c'est pas un truc d'extrême droite, c'est un truc de la résistance. Jean Moulin avait une croix de Lorraine. Est-ce que ça veut dire qu'on doit jeter la résistance française? Et le problème, c'est que on ne peut pas arrêter et laisser à l'extrême droite tout ce qu'il récupère. Déjà parce que les normies ne sont pas au courant de tout. Hein, il faut être turbo-politisé pour savoir ce genre de choses. Et aussi parce que nous-mêmes, parfois, on risque de plus pouvoir dire taxer les riches parce qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est antisémite. Premier degré. Taxer les riches. Or, j'imite le mec, les riches sont juifs. Donc taxer les juifs. Non, non monsieur. Monsieur le pote de BHL. Attends, un propos n'est pas un dog whistle en soi, le contexte d'énonciation fait partie du sens. Oui, encore une fois, je te dis que je ne vois pas de problème au contexte d'énonciation de Mélenchon. Quelqu'un a dit ça? Oui, c'était à une conférence contre l'antisémitisme de BHL. Vous allez me dire, oui, mais BHL, c'est l'extrême droite. BHL, c'est le printemps républicain tiers, c'est littéralement le directeur d'Arte. Utilisé depuis des siècles pour inciter à la haine, et des clichés qui demeurent encore aujourd'hui.
mais qui sont suffisamment généraux pour qu'on ne les repère pas immédiatement. Premier cliché, les juifs ont de l'argent. Non, il est pas directeur. Il est directeur d'honneur. Il a plus l'âge pour faire ça, d'ailleurs. Hein. Il a plus l'âge, mais ils ont créé un nouveau statut. Parce qu'il a plus l'âge pour être au conseil. Du coup, il est en budget du conseil. Il est rendu directeur d'honneur, qui fait qu'il travaille à la direction. BHL travaille dans la direction d'Arte. Ils ont littéralement créé un titre pour le gars. Hein, Les juifs sont des financiers. Ils tiennent la banque. Quand Ilan Halimi est kidnappé par la bande des barbares de Youssouf Fofana, torturé et assassiné, pourquoi est-ce que c'est lui qui est visé ? Parce que la bande des barbares, qui en l'espèce porte bien son nom, partait du principe qu'il est juif, donc il a de l'argent. Ces préjugés-là ont tué en France ces 20 dernières années. Il se trouve que Epstein est un financier, qu'Epstein est un milliardaire, et que Epstein est au cœur d'une toile, qui est une toile qui relie entre eux de nombreux banquiers. Donc, dans l'affaire Epstein, il y a déjà ici, par le simple fait que Epstein soit lui-même un financier, qu'il ait des liens avec la banque Rothschild, avec notamment Ariane de Rothschild, il y a déjà ici un fait, pour le coup, un fait. Désolé. Moi, vous voyez, c'est ça mon problème avec les dog whistles et le fait qu'à gauche, on soit focus là-dessus autant. C'est que déjà, c'est une victoire de l'extrême droite, mais est-ce que du coup, on n'a plus le droit de dire que Epstein était un financier alors que c'est son métier? Non, c'est pas ça qu'il dit, Imo. Oui, mais il y a des personnes qui vont le ressentir comme ça. Je sais pas si c'est ce qu'il dit. Mais en soi, financier, oui, c'est un trope. D'ailleurs, Hollande avait été accusé à l'époque par des personnes de faire un trope antisémite quand il disait « mon ennemi, c'est la finance ». Premier degré, il y a eu ces accusations à l'époque, les gens. Comme aujourd'hui, quand on veut faire une commission sur enquête sur Epstein, bah oui. Qui est un fait réel, mais qui est un ferment empoisonné d'antisémitisme. Le raisonnement consistant à passer de Epstein est un financier milliardaire qui effectivement est au centre d'une toile d'influence à, eh bien voyez, c'est la preuve que les juifs sont bien des financiers qui tiennent l'argent et qui ont un réseau d'influence. Ce passage-là, beaucoup l'ont fait. L'un des deuxièmes schèmes qui est au cœur de l'antisémitisme, c'est celui qui remonte jusqu'à un document qu'on appelle, un faux document erroné qu'on appelle le protocole des sages de Sion. Et c'est le préjugé qui prétend que les juifs ont du pouvoir, que les juifs sont une force transnationale qui cherche à contrôler le monde dans l'ombre. Au fond, l'idée d'un complot juif. Il se trouve que dans le cas de l'affaire Epstein, on a l'existence d'une élite globalisée, transnationale, qui a à minima... Oui, c'est vrai qu'en plus, l'affaire Epstein, elle est un peu golemonisée parce que c'est un complot. En fait, c'est littéralement toutes les théories du complot bizarres. En fait, le vrai problème avec les complotistes, c'est qu'ils voient le monde comme dirigé par les juifs, par une élite organisée juive, par la juiverie internationale, alors que c'est la bourgeoisie. Et bien évidemment, la bourgeoisie, c'est pas les juifs. Enfin, les bourgeois, il y en a dans toutes les religions. Bolloré est un putain de catho intégriste. C'est terrain. Effectivement, le monde est contrôlé par une élite, mais c'est les bourgeois. C'est pas les juifs, quoi. Vous êtes bizarres, les antisémites, là-dessus. Ils partent pas, les anti-LFI, c'est limite du complotisme inversé. Bah, c'est en mode, c'est ça le problème. Et du coup, bah, effectivement, Epstein, le meilleur pote de Trump, qui du coup n'est pas juif, bah c'est la bourgeoisie mondialisée qui contrôle le monde. Effectivement. Mais alors d'autant plus qu'il faut une commission d'enquête pour enlever le côté secret de cette affaire Epstein. Oui, et c'est là-dessus que Mélenchon appuie. C'est genre, la Macronie nous refuse notre commission d'enquête. Ils ne veulent pas en faire un sujet. Et d'autant plus dans une période où même les médias se mettent à... Bon, c'est rigolo, ils se mettent à dire Epstein. Et dans les médias, on nous parle de est-ce que l'affaire Epstein est un complot russe pour faire tomber Macron ? Et que le premier ministre polonais, donc le chef d'État de la Pologne, décide de dire que le problème d'Epstein, c'est qu'il est un agent du KGB qui est venu piéger les élites des autres pays en les rendant pédophiles, pour ensuite les faire tomber en donnant des informations au KGB. C'est hilarant, même avec tous les éléments, vous continuez de nier l'évidence. Encore une fois, vous faites un procès d'arguments, vous faites un procès d'intention, car ce sont vos seuls arguments face à nos arguments. C'est de dire vous êtes de mauvaise foi. Finalement, dès que vous ne savez plus quoi nous dire, vous allez nous dire qu'on est de mauvaise foi ou qu'on veut défendre Mélenchon. Et ça devient un peu lourd. Parce que du coup, on ne peut pas parler avec vous. Bon, c'est pas grave. Couvert les crimes pédocriminels de Jeffrey Epstein, voire, on ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais, mais on ne peut que se poser la question, y a pour une partie d'entre eux participé. Dans l'esprit des antisémites, Jeffrey Epstein étant lui-même juif, le raccourci se fait très rapidement pour prétendre que c'est bien la preuve de l'existence d'un complot juif. Donc vous imaginez bien que pour beaucoup, l'affaire Epstein est la preuve qu'il existe bien un complot juif, qu'il existe bien une élite juive qui tire les ficelles dans l'ombre, qu'il existe bien une mafia juive. Et je n'emploie pas le mot mafia juive à tort ou à raison, c'est Alain Soral
qui s'est empressé d'employer cette expression pour bien passer de la dénonciation d'une affaire absolument scandaleuse, l'affaire Epstein, à la dénonciation d'un fantasme antisémite, l'existence d'une mafia juive. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez que pour beaucoup d'internautes, ce complot juif, les médias ont tenté de le cacher, et ils ont tenté de le cacher comment ? En prononçant Epstein au lieu d'Epstein. Et c'est là où cette matière est inflammable. C'est là... Encore une fois, la façon dont les Soraliens reçoivent un discours, c'est pas ma faute. Si les Soraliens, quand je dis Free Palestine, encore une fois, je vais vous expliquer le problème de ce genre d'argument, Jean-Marie Le Pen était pro-Palestine par antisémitisme. Premier degré, le GUD, le mouvement d'extrême droite ultra-violent, sont pro-palestiniens et font des tags pro-palestiniens. Ils ont littéralement tagué des drapeaux palestiniens partout dans Lyon, alors que c'est un groupe d'extrême droite. Ils le sont par antisémitisme. Est-ce que du coup, puisque l'extrême droite va recevoir un drapeau palestinien ou un Free Palestine comme un signe de notre antisémitisme, nous devons arrêter d'en faire? Parce que eux le reçoivent comme tel. Source, vraiment, littéralement, les gens, vous savez pas ça? Littéralement, oui. GUD, Palestine, ils l'ont même tweeté l'année dernière, ça me fait rire. À Paris comme à Gaza, Intifada, avec tous les trucs extrême droite, bref. Effectivement, ils le sont par antisémitisme. Pour eux, leur combat contre les Juifs fait qu'ils sont combat contre Israël. Et Jean-Marie Le Pen aussi, à l'époque, était pro-palestinien. Je sais pas comment vous trouvez les sources, c'est pas un truc que je m'attendais à devoir vous sourcer, ça, Ah, Jean-Marie Le Pen, le peuple palestinien subit un grave martyre. Interview de Jean-Marie Le Pen sur la Palestine, bon, voilà, Jean-Marie Le Pen sur le FN et les Juifs. Oui, bon, tu vois, directement tu tombes sur les Juifs. Le Pen s'invite dans le débat sur Gaza. Gaza est un camp de concentration dans lequel les gens sont privés de moyens de se défendre. C'est en ces termes-là que Jean-Marie Le Pen a commenté jeudi matin l'offensive menée par l'armée israélienne dans le territoire palestinien depuis 13 jours. Lors de ses vœux à la presse, le président du Front National a ajouté « L'offensive militaire d'envergure lancée contre une population civile concentrée dans ce qui est un véritable ghetto, un véritable camp de concentration me paraît choquante. » Fin décembre, le Front National avait déjà condamné l'agression militaire d'Israël contre ce territoire palestinien. Ce qu'il dit, c'est réel. Sauf que lui, il le dit par antisémitisme. Du coup, est-ce que quand je vais dire ça, moi, sur la Palestine, techniquement, Jean-Marie Le Pen l'aurait compris comme un petit coup sous la bas de la table pour lui dire les Juifs ils sont méchants. Du coup, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de gauche de dire un truc que l'extrême droite reçoive mon message différemment. Attends, je lisais ton message, Gamme Chromatique. Là, il a fait 2 heures de stream pour argument de pourquoi c'était problématique avec des sources universitaires et des exemples. Et la réponse, c'est en vrai un peu osef. À gauche, on n'est pas censé écouter la parole des concernés. Gamme Chromatique, j'ai déjà parlé de l'avis des concernés. L'avis des concernés prend ses limites à partir du moment où vous choisissez les concernés que vous écoutez. Parce que, encore une fois, tous les Juifs ne sont pas d'accord. Arrêtez de penser comme ça, s'il vous plaît. C'est antisémite. Tous les Juifs ne pensent pas la même chose. Spoiler alerte. Et encore une fois, vous ne pouvez pas choisir l'avis des concernés que vous voulez. Il y a des concernés qui ne sont pas d'accord. Notamment Tzedek. Et moi-même, je ne veux pas choisir les bons des mauvais Juifs de gauche pour savoir lesquels ont raison. Car encore une fois, je ne trouve pas ça normal de faire ça. J'écoute l'avis des concernés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont raison. Ce n'est pas pour autant que je dois être forcément d'accord. Pourtant, je peux prendre en considération que si des gens... si, c'est ce que tu fais. Non, parce que moi, je te donne mon avis. Mais juste, je te réponds à un argument de « Ah oui, mais il y a des concernés qui disent ça », qu'il y en a d'autres qui disent l'inverse. Comment on fait, du coup? Vraiment, premier degré, Gamme Chromatique et la personne qui m'a dit « Si, c'est ce que tu fais ». Comment on fait? Si les Juifs de gauche ne pensent pas la même chose. Attention, ouais, les Juifs ne pensent pas la même chose. OMG, peut-être que je vous apprends un truc. La parole des concernés est d'abord une prise de parole individuelle. Oui, et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse. Moi, je la prends en compte. Et je prends en compte que du coup, il a aussi une sensibilité particulière à ce genre de sujet. Oui, certains utilisent Tzedek comme un token, c'est compliqué. Oui, mais c'est pas ce que je suis en train de te faire. Il y a des Juifs de gauche dans le chat qui viennent de dire littéralement plein de fois, moi, je me sens pas concerné. Et qui sont pas en train de militer à Tzedek, vu qu'on les foule des gauchistes ici, mais qu'on est aussi full des autistes. Et comment Mélenchon n'a pas anticipé le backlash négatif et évité du coup? Parce qu'il a du backlash sur tout ce qu'il fait. Quand t'es de gauche, il faut accepter l'idée que tu ne peux rien dire dans une classe médiatique bourgeoise sans te faire critiquer parce que t'es de gauche.
Encore une fois, je vous ai dit, taxer les riches, ça a été vu comme un dog whistle. Mon ennemi, c'est la finance, ça a été vu comme un dog whistle. Mais lui, je cherche aussi, je suis désolée. Bah après, ça, c'est votre biais. Hein. Encore une fois, vous faites des procès d'intention. Moi, je ne commande pas des procès d'intention. Voilà, on va dire la même chose. Je pense que ce n'est pas productif que de dire je connais ce que tu penses. Je sais mieux que toi ce que tu penses. Et tu dis ça. Je suis désolée. Il a pris 2 jours de sauce avec signalement de RSF parce qu'il a fait une conf avec Dofla et le Moicast. Donc, pour éviter les faux, c'est chaud. Non, mais moi, je suis d'accord, et c'est pour ça que je respecte l'avis de Klimovitch, parce que c'est un avis, quand même, où il parle avec ses propres biais, avec sa propre sensibilité, et ce fait que lui, ça l'a mis mal à l'aise. Et je ne peux que l'écouter. Je suis d'accord sur l'aspect, quand on marche sur les pieds de quelqu'un par erreur dans la rue, on s'excuse. C'est super chiant, l'aspect citadelle. LFI est dans les partis les moins antisémites de France, et elle pourrait abattre la citadelle et faire mieux. Mais, encore une fois, les gens, les médias ont décidé que Free Palestine, c'était antisémite. Donc LFI devrait faire attention là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui pensent, alors qu'ils ne sont pas politisés et qui ne sont pas les médias, que du coup, parler de la Palestine et que LFI est antisémite depuis. Juste, on ne peut pas décider qu'on doit être respectable pour les médias bourgeois sur tous les sujets et que dès qu'ils voient un lien et qu'ils décident qu'un propos est antisémite, on l'accepte. Voilà, LFI devrait valider un génocide parce que c'est trop antisémite de le dénoncer. Oui, moi, en tant que concerné, je pense que GLM a tenu un propos antisémite, mais ça ne veut pas dire qu'il l'est. Oui, parce que pour moi, ça ne l'est pas. Mais pour moi, je peux comprendre qu'avec ta sensibilité particulière, tu puisses le considérer comme tel. Je peux même comprendre que taxer les riches, avec ta sensibilité particulière et ton histoire, tu puisses le penser comme tel. Pas pour autant que je suis d'accord avec l'idée. Ou la question de la prononciation du mot Epstein, qui aurait dû rester à un simple débat linguistique, le niveau où moi-même j'ai situé cette question. C'est là où ce débat, depuis des semaines déjà sur Internet, a pris une coloration antisémite. Précisément parce que des internautes antisémites venaient attraper la veste de quantité de journalistes, de quantité d'éditorialistes, de quantité de vidéastes qui prononçaient Epstein et à qui il était fait le reproche de vouloir ainsi camoufler l'existence d'un complot juif. Et donc en fait, on a une sorte de renversement où, dans un premier temps, les personnes qui disaient Epstein se faisaient attraper la veste par les puristes anglophones insupportables qui disaient « Ah non, aux États-Unis on dit Epstein ». Ce qui a fait que moi j'ai dit foutez-moi la paix, je le prononcerai à la française. Oui, moi j'avoue que j'ai bugué direct. Et notamment, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis de Gigi. Hello, je pense que la bonne réponse du vieux, ce serait j'ai voulu critiquer le traitement médiatique qui a passé plus de temps sur la prononciation du nom que sur l'affaire, ou ses liens avec la Russie que ceux avec la France. Or, ce faisant, j'ai joué sur le nom de la personne et j'ai heurté les gens. Et cela, je m'en excuse. Et il me semble que c'est l'avis des excuses qu'a fait Mélenchon, c'est de dire je suis désolé si j'ai blessé des gens. Et moi, en fait, ça, par contre... Il y a un piège là-dedans, c'est que souvent quand tu dis je suis désolé d'avoir blessé les gens partent du principe que tu t'es excusé pour ce que t'as dit, du coup t'avais forcément fait ça. Après lui il l'a fait, mais je vous rappelle qu'à l'époque de l'affaire Dany Caligula, j'ai littéralement dit écoutez, c'est pas ce que je n'ai pas défendu Dany, mais je puis comprendre que ça a heurté les gens ce que j'ai dit, en remettant parfois le sujet de l'anticarcéralisme à un moment où c'était pas adapté. Et surtout, je ne parlais pas de Dany quand je l'ai utilisé, mais les gens ont fait le lien sans forcément écouter ce que je disais. C'est ok, je m'excuse envers la personne que j'ai blessée, mais c'est pas ce que j'ai dit. Et les gens me disent, tu t'es excusé pour Dany, donc ça veut dire que tu l'as défendu. Et c'est à ce moment-là qu'on vient me voir et qu'on me dit, écoute les féministes, toi tu es une mauvaise concernée, il y a des meilleures concernées, et que des hommes décident quelles sont les bonnes féministes des mauvaises. Encore une fois, ce que vous êtes en train de faire, du coup, avec ce discours. Bref. Et passé de cela à l'inverse, c'est-à-dire le moment où les personnes qui disaient Epstein se faisaient attraper par les antisémites, les complotistes et tout ce qui s'ensuit, qui disaient si vous dites Epstein, c'est que vous voulez camoufler le judaïsme d'Epstein. Et quand je dis ça, évidemment, ça commence par le premier... Oui, Corbyn aussi s'est fait démonter dès lors qu'il s'est excusé. Ouais. Et le pire d'entre eux, Alain Soral. Tombé à la fois Weinstein et Epstein, hein, que certains prononcent Weinstein et Epstein, parce que sinon le tropisme communautaire se verrait un peu trop. Chez Alain. Tiens, encore un pro-palestinien antisémite. Je vous rappelle que Alain Soral commence à être un peu pro-LFI depuis que LFI sont les seuls à défendre la Palestine. Du coup, on fait quoi ? Encore une fois, moi, je pense que si on continue de tomber dans ce genre de piège, à gauche, on est dans la merde. Après, Mélenchon n'a pas dit du tout la même chose que Soral, non. Mais ce que je vous dis, c'est que l'extrême droite va prendre votre discours de défense de la Palestine comme un discours antisémite et comme une détestation des Juifs. Du coup, ne défendez pas la Palestine, sinon ça va les exciter. Oui, Soral a fait le baiser de la mort à la fille. Oui, de fou. Il veut transmettre la radioactivité à la fille pour récupérer des prochains conflits. Bah oui, parce que lui, de base, il a milité au FN. Il fait sa com et il essaye de se lier à la fille pour nous mettre dans la merde. Je suis d'accord avec vous.
Mais juste, pour lui, si vous dites que vous friez Palestine, c'est antisémite. Donc faites gaffe, le dites pas. Soral. Au lieu d'Epstein, c'est une volonté consciente de camoufler le fait qu'Epstein serait juif. Et donc une volonté consciente de camoufler le fait qu'il y a bien une mafia juive. Alors quand ici Alain Soral dit le tropisme communautaire, c'est une manière même pas camouflée de dire le fait qu'ils sont juifs. Si je résume, on a des journalistes, des éditorialistes, des vidéastes qui se font attraper la veste. Franchement, un non-débat initié par l'extrême droite peut prendre des proportions incroyables. Oui, les gens, mais parce qu'en fait, on vit dans un discours médiatique où l'extrême droite est majoritaire. Donc, on passe des heures et des heures à répondre à ce qu'ils décident. Effectivement, c'est eux qui font le cadrage médiatique. Et LFI est diabolisée dans les médias. Et la gauche tombe dans ce piège. Et vous récupérez l'argument parce qu'encore une fois, c'est la grille de lecture qu'on vous propose. L'extrême droite arrive et dit « Regardez, cette phrase de Mélenchon est antisémite ». Bien évidemment, quand vous l'écoutez, vous voyez le trope. Alors que quand vous l'avez écouté la première fois, vous ne l'avez jamais vu. Ou certains l'ont peut-être vu. Mais quand j'ai écouté le discours la première fois, je n'ai pas vu le trope. Maintenant, je le vois, puisqu'on vient de me l'expliquer. Et que la grille médiatique qu'on me propose quand je découvre cette phrase à nouveau, c'est que « Fais attention, il y a un dog whistle ». Et encore une fois, pour moi, c'est le même procédé que l'affiche d'Hanouna, à l'époque. Si vous me la présentez comme telle, je n'y vois aucun problème. J'aurais même pu la faire, c'est mettre Hanouna en noir et blanc, énervé et dire « je combats l'extrême droite ». Parce que je ne savais pas qu'Hanouna était juif, j'étais persuadée qu'il était vraiment pakistanais. Mais bref, c'est un autre sujet. Et parce que, quand on me la repropose et qu'on me met en parallèle l'affiche du juif sioux de 1940 que mettaient les nazis, effectivement, tu me dis « regarde, ça se ressemble », je te dis « bah oui, effectivement, c'est la même chose, c'est un mec en noir et blanc énervé, comme ça ». Parce que pakistanais et juif, ça n'existe pas. Non, mais dans ma tête, il était juste pakistanais. Parce que quand j'étais petite, il disait qu'il était pakistanais. En fait, c'était une blague raciste qu'il faisait. Mais moi, j'étais persuadée que c'était vrai parce que je voyais pas de problème à être pakistanais, quoi. Je comprenais pas le racisme, tu vois. Et c'est ok, en fait, de pas savoir les juifs. C'est ok de les savoir aussi, puisque on s'en fout, tu vois. Si on n'est pas nazi, c'est ok. Et quand tu me mets les deux affiches à côté, bah oui, effectivement, je vois un problème. Mais quand tu me les mets pas à côté, effectivement, je le vois pas. Et j'aurais pu la faire. Maintenant que tu sais que c'est antisémite, alors bah non. Parce que si je te dis je hais la finance, c'est ok. Si tu me parles de tout le cliché sur les financiers, etc., et que pendant 40 minutes tu m'expliques que finance c'est antisémite, et que tu me dis bon, du coup tu vois le problème de dire je hais la finance, bah je vois le problème de dire je hais la finance. Encore une fois, ça dépend la grille médiatique dans laquelle on te met, et le cadrage dans lequel t'apparaît la phrase. Et du coup, moi je ne reproche pas aux gens qui ont vu l'antisémitisme d'y voir l'antisémitisme. Puisque littéralement c'est le cadrage médiatique. Et qu'on fait tout pour que tu n'aies que la grille de lecture de est-ce que c'est l'antisémite et que tu sois en train de te poser cette question activement quand tu l'écoutes. Alors que c'est pas quelque chose qu'on a à gauche. Oui, à croire qu'un discours s'ancre dans une grille de lecture, vraiment. Par des antisémites quand ils disent Epstein, sous prétexte qu'ils voudraient camoufler un complot juif. On a par ailleurs une affaire Epstein qui condense en elle-même absolument tous les red flags qui peuvent provoquer de l'antisémitisme, qui peuvent même provoquer le retour du complot juif fantasmé. Epstein est effectivement juif, il est un financier, il est un banquier, il est au cœur d'une toile d'influence mondiale. Là, il y a de quoi agiter le fantasme de tous les antisémites de France. J'en arrive à ma conclusion. Quand tu es un responsable politique, que tu prétends un jour gouverner la France, que tu te prétends présidentiable, et que tu parles de l'affaire Epstein sur une tribune, tu fais attention. Tu ne peux pas ignorer le marécage dans lequel tu mets les pieds. Tu ne peux pas ignorer le fait que quand tu parles de l'affaire Epstein, une partie de tes auditeurs et de tes auditrices entendent complot juif. Tu ne peux pas ignorer. Bah si. Parce que tes auditeurs... Enfin, oui. Il y a des antisémites à gauche, je suis pas en train de dire le contraire, malheureusement, et on les combat. Mais je continuerai de parler de financiers quand il s'agit de financer. Et j'ignore en fait des dog whistles, de là c'est le but. Bon, celui-là, on peut le savoir, d'accord. Maintenant, moi, je le sais notamment. Et je pense que Mélenchon le savait, encore une fois. Mais tu n'es pas présidentiable, Mélenchon, si. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, en fait, encore une fois, il va falloir vous rendre compte que le problème est aussi dans le fait que quand tu es de gauche, tout va être vu comme antisémite. Ou pas antisémite. Tant que tu es de gauche, tout va être critiqué médiatiquement parlant. Et qu'ils disent pas cette phrase-là et qu'il ait dit une autre phrase, ça aurait été l'autre phrase qui aurait été récupérée. On doit plus dire que Glucksmann ment parce que c'est antisémite. On peut plus dire Glucksmann alors qu'on fait cette blague depuis des années et des années. Enfin, c'est la blague nulle de Mélenchon qui est fait depuis des mois et des mois. Le fait qu'il soit présidentiable ne justifie pas tout. Mais là, Lionel, en quoi tu n'es pas d'accord ? C'est quoi le problème là ? Tu trouves encore qu'il y arrive sur l'expression tu peux pas ignorer, ce n'est pas une impossibilité matérielle.
Oui, mais après, moi, je pense qu'il le savait. Je pense que là, vu que c'était les tropes de Jean-Marie Le Pen, etc., je peux penser qu'il le savait. Je suis d'accord. Ok, on est d'accord. Oui, bon, il faut faire attention. On souffre, surtout quand le projet porté est anti-raciste. Oui, et puis surtout que tout va être critiqué dans les médias, les gens. Merci pour ce que tu fais, Emo. Oh, c'est gentil. Je pense que Glucksmann, il disait Glucksmann parce qu'il avait menti. Oui, et parce que c'est un social traître. Par contre, sur Glucksmann, c'est délirant et juste un mauvais timing. Mais pourtant, on devrait faire attention à gauche. Pourquoi le faire s'il connaît caractère antisémite? Parce qu'encore une fois, dire Free Palestine, il y a un caractère antisémite. Ah bon? Non, Cyberfox, fais pas genre t'es pas là depuis tout à l'heure. On vient de te dire que le GUD... Bah non. Le GUD dit Free Palestine et est pro-palestinien. Jean-Marie Le Pen était pro-palestinien. Il va falloir que vous l'acceptiez et que vous le rentrez dans votre tête. Il y a des gens qui sont pro-Palestine par antisémitisme. Est-ce que du coup, on doit arrêter de parler de la Palestine parce que ces gens-là l'entendent comme de l'antisémitisme? Jordan Bardella a milité pour la Palestine, oui. Puis même leur soutien à Israël est antisémite en soi. C'est en mode, est-ce que du coup... Bon, bah, les tags Free Palestine sont considérés comme actes antisémites par le ministère. Ouais, déjà aussi. Mais c'est surtout que il y a eu des pro-palestiniens et il y en aura toujours. Le GUD a fait des collages récents pour dire Free Palestine. C'est en mode, mais ça n'empêche pas d'éviter les dog whistles quand tu défends une cause juste qui a été reprise par des racistes antisémites. Mais le fait de vouloir enquêter sur l'affaire Epstein et de repréciser que pourquoi vous êtes en train de faire des liens avec la Russie alors qu'on devrait avoir une commission d'enquête en France sur le sujet, puisqu'on sait qu'il passait 6 mois par an en France et qu'il est lié à des politiques, notamment français, et qu'au lieu de ça, on a des médias actuellement qui décident plutôt de dire qu'il est russe et que c'était un agent de KGB. Encore une fois, je vous rappelle, c'est vraiment le traitement médiatique qu'en est fait. Où j'ai mis? Je me remettrai jamais de ce titre, Epstein. La Russie veut faire tomber Macron. En big février 2026, la question qu'on se pose sur l'affaire Epstein, c'est est-ce que c'est la Russie qui veut faire tomber Macron? Sur le service public français. Bon. Intéressant quand même. Je pense qu'on peut le dénoncer, ça, que le problème du service médiatique français, ça a été de dire que l'affaire Epstein, c'est juste ou un argument de prononciation. Non, t'inquiète, gamme chromatique, en vrai. Même moi, je veux bien. Et c'est pour ça que, encore une fois, je vous dis, l'avis de Klimovitch a toute sa légitimité parce que je comprends que tu sois plus sensible sur une question qui se concerne et que parfois c'est dur de prendre en considération que les autres n'ont pas cette sensibilité, notamment parce que ils ne sont pas antisémites ou quoi. Tu vois, genre, moi, je suis pas antisémite, donc effectivement, je ne suis pas sujette à la propagande antisémite de l'extrême droite. Et du coup, en tant que gauchiste, qui est un peu au courant quand même de l'histoire de l'antisémitisme, ne serait-ce que tout ça, je ne me vois pas quand j'utilise ces biais. Quand je peux m'inscrire dans une utilisation de ces biais qui n'en est pas une. Et que du coup, bah, parfois à gauche, il va falloir faire attention aussi à ne pas tomber dans les pièges de l'extrême droite du fait qu'on puisse plus parler de certaines choses. Et en France, effectivement, il y a l'article du Figaro qui est sorti sur Epstein bien avant la conférence de Mélenchon, qui était juste la question de doit-on prononcer Epstein ou Epstein? Et la vraie question est donc, pourquoi c'est ça dont parle le Figaro sur l'affaire Epstein? Pourquoi on ne parle pas du fait que ça soit un pédocriminel? Pourquoi on est en train de faire des articles sur la prononciation? C'est vrai, c'est un petit article goofy, alors qu'on devrait être en train de faire des enquêtes. Pourquoi les journalistes du Figaro ont perdu du temps sur la prononciation au lieu de perdre du temps sur étudier des fichiers? C'est ce qu'on veut de notre classe de journalistique quand il se passe un truc de pédocriminalité à grande échelle. Et donc oui, dénoncer le fait que nos médias soient en train de se poser la question de est-ce qu'on doit dire Epstein ou Epstein, au lieu de parler de comment on protège les enfants, peut-être, ou comment la domination adulte détruit notre jeunesse. Hein, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet dont on devrait même plus parler à gauche. Mais du coup, moi, je suis pas, encore une fois, c'est pas un procès d'intention que je fais à Klimovitch. Et Klimovitch, je le trouve basé. Et moi, les gens qui disent il veut juste taper sur LFI, vous aussi, vous faites un procès d'intention. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est bête. Il est sincère. Et c'est OK. En fait, on peut avoir des désaccords sincèrement et rester camarades. Et je trouve encore qu'il a son utilité à gauche et je le trouve toujours basé en tant que streamer et tout va bien. Tu vois, accordons-nous sur nos désaccords, oui. Et pourtant, je sais qu'en plus, on est rentré dans une vision très caricaturale de la politique, notamment à gauche, où dès qu'on a un désaccord, ça veut dire qu'on part en croisade et qu'on déteste la personne. Non. On a juste un désaccord politique, notamment sur la parole des concernés, qui, pour moi, on souffle. J'en ai marre. Parce que arrêtez de considérer les concernés comme un tout homogène qui pense pareil.
Parce qu'on n'est pas sorti en fait. Ça, c'est un truc maintenant, l'extrême droite est en train de nous remettre dans la gueule en mode écoutez, les meufs de Némésis, Alice Cordier face à Burgalassi qui utilise le fait de je suis une femme, je sais de quoi tu parles quand je parle du fait que les Noirs et les Arabes violent des femmes dans la rue, et toi non, monsieur Mathieu Burgalassi. Réel, il a été atteint à juste titre en tant que juif et Mélenchon a manqué d'adresse et ne s'excusera jamais, mais Clément c'est un camarade. Bah, Mélenchon s'est excusé auprès des gens qu'il aurait pu blesser. Il ne s'excuse pas de ce qu'il a vu de l'extrême droite. Surtout qu'ici, il ne tape pas sur le mouvement LFI et argumente plutôt sur le fond. Oui, en plus, moi, ça m'éduque sur l'antisémitisme, tu vois. Par contre, me dire que Mélenchon avait une visée antisémite dans ce qu'il a dit, je suis pas d'accord. Oh, Kevin Razi, OMG. Kevin, je t'avais vu dans le chat commencer à t'énerver, et j'ai un peu le même avis que toi de... J'aime bien, mais bon, là, tu forces. Et après, en même temps, je comprends où se situe son point de vue. Pour moi, Mélenchon parle surtout du fait de la France, et c'est les médias et l'extrême droite qui ont casé cette grille de lecture, d'ancrer ce discours dans est-ce que c'est antisémite ou pas, et quand tu reçois le discours de Mélenchon, se poser la question, sauf que en soi, c'est pas le cas. C'est juste que c'est la grille de lecture dont on la pose, et effectivement, moi, quand je compte est-ce qu'on dit Epstein ou Epstein, avec la grille de lecture de pose-toi la question de si c'est antisémite, bien évidemment que je le vois le truc. Sauf que non. Encore une fois, comme en voyant l'affiche d'Hanouna. Si tu me dis, regarde, ça ressemble à telle affiche, oui, je la vois, la ressemblance. Par contre, c'est parce que c'est la grille qu'on m'a imposée. J'aurais pu faire cette affiche moi-même. Je mets Hanouna énervé et je dis que c'est l'extrême droite. C'est ok. Je me disais même pas qu'il était juif. Je pense pas à Hanouna en tant que juif, je pense à Hanouna en tant que raciste. Une petite question pour toi. Si c'était pas GLM qui avait dit ça, et plutôt Marine Le Pen, est-ce que t'aurais dit ça? Ça sonnerait pareil pour toi? Bah non. Encore une fois, tu compares un homme de gauche et une femme d'extrême droite. Je ne fais pas confiance en la bonne foi de Marine Le Pen comme je fais confiance en la bonne foi de Jean Mélenchon. Et attendez, du coup, on finit la vidéo sur la conclusion. Que quand attendez, tu je remets dis le début de la Epstein, conclusion. ça fait pour gouverner la France. Tous les antisémites de France. J'en arrive à ma conclusion. Quand tu es un responsable politique, que tu prétends un jour gouverner la France, que tu te prétends présidentiable, et que tu parles de l'affaire Epstein sur une tribune, tu fais attention. Tu ne peux pas ignorer le marécage dans lequel tu mets les pieds. Et encore une fois, moi je vous dis, j'ai un parallèle avec le Free Palestine qui est récupéré par l'extrême droite pour être antisémite envers Israël. Notamment, on a vu il y a 2 secondes que Jean-Marie Le Pen... Gaza est un camp de concentration dans lequel des gens sont privés de moyens de se défendre, disait Jean-Marie Le Pen à jeudi matin à France Info. En fait, là, il a raison. C'est que le fait que dans ce qu'il dit, c'est factuel. Pourtant, il le dit avec des mots horribles dans ce qu'il lui ressent, mais qui en vrai sont réels. En fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais j'ai pas envie de dire baser Jean-Marie Le Pen, parce que je sais que lui, il l'utilise pour être antisémite. L'offensive militaire d'envergure lancée contre une population civile concentrée dans ce qui est un véritable ghetto, un véritable camp de concentration me paraît choquant. Fin décembre, le Front National avait déjà condamné l'agression militaire d'Israël contre le territoire palestinien. Du coup, Jean-Marie Le Pen, camarade, pas camarade, on peut plus dire ça, nous? Faut pas le dire parce qu'on sait que Jean-Marie Le Pen était capable de le dire et qu'il le disait comme un dog whistle antisémite? Ou alors, on part du principe qu'on ne pourra jamais sortir de la grille de lecture de l'extrême droite et que ça sera toujours reçu par l'extrême droite d'une manière dont vous ne voulez pas et à laquelle vous n'avez pas pensé. Et du coup, les femmes ne doivent plus parler si jamais elles ont subi un viol par une personne non blanche ou visée par l'extrême droite, parce qu'on sait que ça va être instrumentalisé dans le sens pour dire que c'est un OQTF, etc., etc. Et c'est déjà dans cette logique avec là qu'on essaye de jouer à gauche. Et c'est compliqué d'être de gauche, parfois, parce qu'on sait que l'extrême droite va vouloir récupérer les choses dont on parle contre nous. Il faut penser autrement, plus de pluralité dans les points de vue. Oui. Bon, bref, on revient à Klimovitch, pardon. C'est vrai que je divague vite. Pas ignorer le fait que quand tu parles de l'affaire Epstein, une partie de tes auditeurs et de tes auditrices entendent complot juif. Tu ne peux pas ignorer que quand tu dis Epstein, ça fait plus russe, une partie de tes auditeurs entendent alors qu'en fait, c'est vraiment juif. Tu ne peux pas l'ignorer. Quand je dis tu ne peux pas, je ne veux pas seulement dire tu es forcément au courant de tout cela. Je dis tu ne peux pas te permettre éthiquement de l'ignorer. Et quand tu mets les pieds là-dedans, tu le fais avec la plus grande des précautions. Jean-Luc Mélenchon... Bah si. Bah après, il a un peu raison aussi. Tu peux savoir et ne pas l'ignorer. Tu peux savoir que l'extrême droite va récupérer ton discours comme tel. Je sais que Free Palestine sera pris par le GUD comme antisémite. Je le sais. Parce que j'ai vu les manifestations du GUD à Lyon. Pro-Palestine. Je vous jure, c'est badant à voir. Je les ai vus poster leur tag du drapeau palestinien partout. En mode, regardez, on est pour la Palestine, on est des gentils. Pourtant, c'est le GUD, groupe Union Défense, groupe d'extrême droite de Frédéric Chatillon, et qui font ça par antisémitisme. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de dire Free Palestine. Au lieu de parler de ça avec la plus grande des précautions, il a lui-même remis dans sa bouche
cette espèce de fantasme qu'on dirait Epstein pour faire plus russe par opposition à Epstein pour faire plus quoi, on ne sait pas. Non, Bon, non, juste par opposition avec rien. On dit Epstein pour faire plus russe. Bon, au pire, moi je suis assez pas d'accord où effectivement il y a eu un débat plutôt sur la sémantique, mais tu peux dire que oui, les médias ont cadré plus sur la Russie sans dire qu'ils n'ont pas cadré par opposition à quelque chose de précis. Ou si, peut-être qu'ils ont cadré en opposition avec le fait qu'il littéralement, il faisait 6 mois en France. Et qu'on ne veut pas faire de commission d'enquête en France, ni même de procès. En fait, vous savez, l'excuse de Braun-Pivet, c'est en mode non, mais parce que va y avoir une enquête juridique. Du coup, on peut pas faire de commission d'enquête parce que les deux peuvent pas exister en même temps. Si, les deux peuvent exister en même temps. Mais dans tous les cas, il y aura aucun des deux. Parce que du coup, la commission d'enquête, elle a dit non. Et au final, on a appris qu'il n'y avait pas d'affaire judiciaire. Voilà. Du coup, la France ne va pas étudier ce qui s'est passé avec Epstein. Alors qu'il passait 6 mois de sa vie par an ici. Et qu'on sait littéralement qu'il y a des gosses françaises qui ont été concernées. Mais bon. seulement il fait ça, mais il se permet de faire cela en disant Epstein, en se connectant ainsi à un antisémitisme séculaire lié à la dénonciation des noms et à leur prononciation Oui, je comprends, caricaturale. Gam. Il y a une question. Pourquoi fait-il cela ? Je m'en fiche. J'ai pas envie de répondre à cette question. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et de toute manière, ces questions n'ont pas de réponse. Elles ne sont par définition que l'objet de conjectures et d'hypothèses. Ça m'intéresse pas de rentrer là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi il y a eu une réaction aussi épidermique à cette séquence. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une condamnation unanime. Et je sais que vous êtes ici un certain nombre à soutenir Jean-Luc Mélenchon, à ne pas être convaincu par ce que je vous dis. Demandez-vous pourquoi est-ce que là, ce qu'a dit Mélenchon a suscité une condamnation unanime. J'ai vu des gens dire, oui, Le Monde et Libération, ils sont en boucle là-dessus, c'est les journaux dont sont issus les journalistes qui ont écrit la meute, ils veulent se le faire. Ok. Mediapart aussi a fait un papier, 2 papiers. Non, moi je pars du principe que des gens de gauche, même des concernés de gauche en qui j'ai confiance et en qui je considère vraiment la chose, hein, parce que effectivement tout à l'heure j'ai fait le lien avec Tanguy David qui va me parler de racisme. Effectivement Tanguy David, je sais qu'il est extrême droite et qu'il n'est pas forcément de la même bonne foi que moi et qu'on ne voit pas le racisme dans la même chose et qu'il n'a peut-être pas étudié le sujet, mais je pars du principe que même à gauche, il peut y avoir des gens très basés qui vont lui dire que c'est problématique. C'est pas pour autant que ça en fait un argument de fait. Puisqu'encore une fois, à gauche, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Et je ne considère pas comme plus de gauche chaque personne qui n'a pas un angle anticarcéral des choses, alors que pour moi, c'est très important pour être de gauche. Pourtant, je peux comprendre qu'au vu le climat actuel, vous pouvez ne pas l'être. Encore une fois, je comprends qu'on ne soit pas d'accord à gauche. Mais c'est pas pour autant que, bon. Signé par Edoui Plenel. Edoui Plenel qui n'est toujours pas le rédacteur en chef de Mediapart, hein, je vous le rappelle, hein, puisqu'il a passé la main. Est-ce qu'on peut être aussi exigeante sur les biais racistes des antisèmes venant de l'extrême droite que de la gauche ? Non. Parce qu'il y en a un qui ont des projets racistes et l'autre non. Mais je prends la balle. Le fait avéré que l'extrême droite, la droite, une partie de la gauche déforme stratégiquement le propos de JLM pour le décrédibiliser en période électorale n'empêche que JLM exprime aussi des biais antisémites. L'un n'empêche pas l'autre. Je ne suis pas d'accord. Free Palestine. Enfin, vraiment, répondez sur le fond. S'il vous plaît. Parce que là, juste me dire, oh là là, on sait que vous... non. Désolé. Alors j'en ai vu dire, ah bah merde, maintenant, Mediapart aussi, ils sont passés à l'anti-LFisme, ce ne sont pas des camarades, ce ne sont pas des alliés, je me désabonne. Il se trouve que Daniel Schneiderman, au sein d'Arrêt sur Image, dont vous n'allez pas me dire que Schneiderman est un anti-LFiste, il se trouve que Daniel mais même des gens à LFI, c'est ok. Schneiderman a lui aussi publié un papier dans lequel, lui aussi, estime que cette saillie est une saillie propre à exciter l'antisémitisme le plus crasse. Il se trouve que moi aussi, qui est de longue date été On fait une liste des bons juifs ou... dénoncé par quantité on fait une liste du bon concernisme. Personne comme étant un agent caché de la France Insoumise. Bon, vous savez que je ne le suis pas, mais bon, tout ça pour dire que je crois ne pas être la voix la plus anti-LFiste possible, malgré tout. Il se trouve que moi aussi, je considère que ces propos sont éminemment problématiques. Alors, au bout d'un moment, posez-vous la question. Est-ce que Mélenchon est si exceptionnel qu'il a raison contre tout le monde, ou est-ce que si tout le monde s'offusque, y compris ceux qui d'ordinaire font preuve de plutôt de bienveillance à son égard, c'est pas quand même qu'il y a un petit problème. Tous les juifs, tous. La seule chose Pardon. J'aime bien Klimovic, je me moque pas de lui, c'est juste le discours du concernisme m'énerve. Il m'énervera assez souvent à partir du moment où vous n'écoutez que ceux que vous voulez et que des hommes viendront me dire que je ne suis pas une bonne femme et que je devrais écouter les féministes. Et que des hommes ont mieux compris quelles étaient les bonnes féministes que moi. Et que moi j'ai tort et qu'elles ont raison. Et que les hommes vont choisir les bonnes femmes. Et que les blancs vont choisir les bons noirs. Ou les bons arabes. Pour parler de racisme. L'avis des concernés change, puisque les concernés ne sont pas d'accord avec eux.
tous les concernés ne sont pas OK et d'accord. Attendez, je regarde si on a loupé quelque chose. C'est que quand tu es une personne juive ou d'origine juive, que tu portes l'histoire dont j'ai parlé, que tu sais tout le poids des non-juifs dans le débat public, a fortiori quand ils sont prononcés publiquement sur une tribune politique, quand tu sais tout cela, et que tu entends Jean-Luc Mélenchon prononcer Epstein, un frisson te parcourt le dos. Quand derrière tu entends les rires dans la salle, ce frisson... Schneiderman n'a pas dit ce que Klimovitch dit. En vrai, il n'est pas d'accord avec Klimovitch. Ouais, mais même s'il avait dit ça, dans tous les cas, tu peux mettre autant de concernés de gauche que tu veux, on va juste faire une liste de juifs et on aura fini, quoi. Moi, je te dis tous ceux qui sont pas d'accord, toi tu me dis tous ceux qui sont d'accord et on voit. C'est en tant que non-juive, je ne vais pas choisir les concernés avec lesquels je dois écouter, quoi. Je vais pas faire une liste de juifs, déjà. C'est trop bizarre de faire ça, je suis pas nazi. Une liste de juifs? Bah oui, si on liste tous les juifs, ça va faire une liste de juifs, hein. Désolé. Mais. Ah bah oui. Ah bah j'ai pas envie. On est démultiplié. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire Mélenchon. C'est pas à moi de répondre à cette question. Je peux juste vous dire une chose. C'est que ce qu'il a fait là, ça a provoqué un frisson de dégoût et de peur Et force à chez, lui je pense, là-dessus. beaucoup de personnes Et vraiment, juives. force à vous là-dessus. Genre, je veux bien y croire. Enfin, j'y crois. Il y a pas de je veux bien, vous avez ressenti ça. Et vraiment, je me doute que ça doit être lourd à porter, l'antisémitisme, au quotidien. Parce que je sais que c'est lourd à porter la misogynie. Donc, pour vous dire, appartenant à la communauté juive ou d'origine juive. Je pense que ce n'est pas anodin. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Je vous ai convaincu, je vous ai pas convaincu, je vous ai produit des documents historiques, vous les trouvez pertinents, vous les trouvez non pertinents, je vous ai fait des parallèles avec d'autres séquences, d'autres extraits, vous les trouvez justifiés, injustifiés. Je vous dis que, en tant moi que personne concernée, je considère que c'est éminemment problématique, sinon même très grave. Vous m'entendez, vous ne m'entendez pas. Ça modifie votre opinion, ça ne la modifie pas. C'est pas moi de vous dire quoi penser, je pense que j'aurais bien du mal de toute façon à faire changer votre opinion. Mais au moins les éléments, vous les avez, et je pense que c'est bon que nous les ayons tous en tête dans le débat public en ce moment. Ok. Je suis d'accord avec lui sur son ressenti et je force à lui d'avoir ressenti ce cringe et surtout de subir l'antisémitisme en tant que personne juive. Par contre, je ne trouve pas que le propos de Mélenchon était antisémite. Voilà. C'était mon avis à moi. J'ai l'impression de faire des messages désastreux. Ah non, t'inquiète. Mes proches balancent en ce moment gros P-word pour insulter, on en a parlé, maintenant c'est ok. Et maintenant c'est ok. Oui voilà, c'était pas leur intention quoi. Bon. Sauf que la conclusion a un biais, il ne présente pas tous les documents. Oui mais vous pouvez quand même considérer son ressenti. Après je sais que moi il a dit qu'il voulait pas écouter la phrase dans son truc et tout. Et j'étais un peu en mode oui bon. Bah ça sert à rien de la commenter alors. On s'ancre dans vraiment le cadrage médiatique de... Le fond, c'est que JLM enchaîne des propos à minima très ambigus depuis plusieurs années. Peuple supérieur aux autres. Tu me dis même pas dans quel sens il dit ça. Moi, en plus, je suis d'accord pour les révéler, les textes chelous. Et quand il y a eu des textes chelous, notamment au niveau de l'antisémitisme de la part de LFI, vous inquiétez pas que les militants LFistes, on l'a dit. Quand Jean-Luc Mélenchon a taclé Zemmour en disant qu'il était juif, je sais plus ce qu'il avait dit, c'était une phrase bizarre. Et les personnes sont allées le choper et il a assumé direct. C'est en mode, oh putain, oui, c'est vrai. Quand il y a un truc à le faire, vous inquiétez pas qu'on est là, en fait. Le racisme anti-juif, c'est bizarre aussi. De quoi? Bah non. Comment ça, c'est bizarre? Oui, l'antisémitisme est un racisme envers les juifs. D'ailleurs, l'antisémitisme est un racisme comme les autres. C'est aussi dur. Et oui, le racisme, c'est bizarre en soi.